Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Audrey N'Djav est infirmière expatriée au Canada et a créé un centre périnatal virtuel. Elle est spécialisée en allaitement maternel et en sommeil, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'interroger aujourd'hui dans cet épisode expert. On va repartir de la base. Qu'est-ce que la structure du sommeil et qu'est-ce qui diffère entre un bébé allaité et un bébé qui est nourri aux préparations commerciales pour nourrissons? Audrey nous explique que l'alimentation, donc l'allaitement, et le sommeil sont 2 besoins fondamentaux qui sont liés. On va tenter de répondre avec elle aux nombreuses questions que l'on se pose sur le sommeil de nos chouchous quand ils sont au sein spécifiquement. Alors est-ce que c'est vrai qu'un bébé allaité dort moins bien et fait moins vite ses nuits qu'un bébé nourri aux préparations commerciales pour nourrissons? Les réveils nocturnes, ça sert à quoi? Si mon bébé dort toute la nuit alors qu'il est allaité, est-ce qu'à l'inverse c'est un problème? Est-ce un problème que mon bébé ne s'endorme qu'au sein? Qu'est-ce qui est normal, pas normal, acceptable? Est-ce acceptable pour moi surtout? Comment choisit-on le professionnel pour nous accompagner? Dans cet épisode, pas de recette, car chaque couple maman-bébé est différent, on ne le dira jamais assez, mais des pistes à explorer pour tenter de trouver des solutions et retrouver la sérénité. Le mot d'ordre, en cas de doute, faites-vous accompagner. Bonjour Audrey, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Alors Audrey, d'abord est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? J'ai décidé de t'interroger toi aujourd'hui pour parler du sommeil du bébé allaité, parce que je me suis dit que c'était toi la meilleure placée pour le faire. Alors explique-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie qui explique ça. Alors moi je suis infirmière diplômée d'État en France et expatriée au Canada depuis bientôt 6 ans. Et j'ai créé il y a 4 ans à peu près, un centre périnatal virtuel où on accompagne les familles dans la maternité, sommeil, allaitement, tout ce qui concerne la maternité. Et surtout, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Ça veut dire que je suis allée un petit peu loin que mon diplôme d'État français et je me suis spécialisée uniquement en périnatalité, en allaitement maternel et en sommeil de l'enfant grâce à différentes formations en santé, santé paramédicale et santé de la famille. Ok, très bien. Et donc du coup, tu t'es passionnée pour la prise en charge du sommeil en particulier et vous êtes beaucoup axé autour de ça dans ton centre périnatal virtuel. Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que donc ça fait 19 ans que je travaille auprès des familles et il y a à peu près 8-9 ans, je me suis aperçue que beaucoup de familles sollicitaient les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les puéricultrices pour des difficultés de sommeil. C'est-à-dire avec leur enfant, c'était tout le temps mon enfant ne dort pas, je comprends pas, etc., etc. Et c'est ça qui a un petit peu éveillé ma curiosité de professionnelle, où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en fait Où est la difficulté? Alors il y a des difficultés, c'est vrai, mais il y a des choses aussi que les parents ne savent pas. Il y a des choses que les parents n'arrivent pas à identifier comme situation normale, situation pas normale, situation inquiétante, pas inquiétante. Et donc, il y avait un manque vraiment pour moi d'éducation là-dessus et beaucoup d'incompréhension et de désinformation. Et c'est un petit peu ce qui a motivé mon envie de me spécialiser et d'aller vraiment apporter des outils, des clés et de transmettre aux parents de la connaissance là-dessus. Pour qu'ils apaisent un petit peu leurs angoisses liées au sommeil, qu'ils arrivent à identifier ce qui est un schéma classique et ce qui ne l'est pas, de manière finalement à être accompagnés quand il y a quelque chose
qu'on juge être une difficulté. Ok, très bien. Et donc voilà, des clés et tout ça, c'est ce qu'on attend un peu de toi aujourd'hui. En plus, on va parler de deux sujets qui souffrent cruellement des idées reçues à leur sujet. Donc c'est allaitement et sommeil. Et alors là, les deux mélangés, c'est quand même le cocktail explosif pour que toutes les idées reçues déboulent. Alors déjà, est-ce que on peut commencer par revenir sur qu'est-ce que c'est que le sommeil? C'est quoi la structure du sommeil d'un bébé et est-ce qu'elle est différente justement d'un bébé allaité à un bébé non allaité? Alors, le sommeil, il y a vraiment, voilà, on va partir du sommeil de façon générale pour un être humain. Et je répète toujours que bébé est un être humain, donc est un petit être humain en construction. Euh, le sommeil, c'est un besoin fondamental. On connaît, si on est dans la santé, les 14 besoins fondamentaux que Virginia Anderson a identifiés et a transmis aux professionnels. Et on part de ça, en fait, on part de ces besoins fondamentaux pour soigner, pour prendre en charge. Le sommeil fait partie de ces besoins fondamentaux comme l'alimentation. Donc, sommeil, allaitement. Allaitement, c'est l'alimentation. Le sommeil, c'est un besoin fondamental qui permet à un organisme et à un corps humain tout simplement de fonctionner. Donc, on a un besoin, on a tous un besoin de sommeil qu'on va aller remplir en dormant. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'alimentation qu'on va remplir en mangeant. Et ben, on assouvit le besoin de sommeil en se reposant. Et pour se reposer, eh ben, il y a plusieurs facteurs qui doivent être réunis pour induire le sommeil et rentrer dans nos cycles de sommeil. Parce que le sommeil se décompose de différentes manières. On a l'induction du sommeil qui correspond à la phase d'endormissement. On a le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Pour simplifier un petit peu, vulgariser et surtout rendre accessible de l'information, le sommeil paradoxal, c'est un petit peu le sommeil récupérateur, celui qui va recharger les batteries et qui va apporter de l'énergie à notre corps pour fonctionner, à nos organes, pour fonctionner voilà, de façon globale et normale surtout. Et le sommeil profond qui, lui, va être assimilé au sommeil réparateur. C'est celui où les connexions vont se faire. C'est celui où les connexions vont se faire, c'est celui où, en fait, on va se développer de façon cognitive, de façon neurologique, de façon physique. Voilà, on va vraiment assimiler plein d'apprentissages et c'est aussi celui pendant lequel, en tant qu'adulte, on va vieillir. Parce qu'on grandit toute une partie de sa vie et c'est pendant le sommeil que ça se passe, on acquiert pas mal de choses. Par exemple, en tant qu'adulte, on va faire, admettons, des formations, et ben, on va assimiler ce qu'on a appris la nuit, donc pendant ce sommeil réparateur, tout ce qui va être aussi, par exemple, le sport. Enfin, voilà, on va vraiment assimiler toutes les nouvelles choses qui viennent susciter, qui viennent un petit peu éveiller notre cerveau, qui demandent un apprentissage. Et à un moment, la tendance, elle va un peu s'inverser. Et tout ce qu'on a appris pendant toute une partie de sa vie, et ben, c'est pendant ce sommeil réparateur qu'on va le faire disparaître petit à petit et qu'on va vieillir. Donc les cellules, à un moment donné, elles vieillissent. Et c'est aussi pendant ce sommeil que ça se passe. Donc je pense que c'est important de comprendre ça déjà de base et que n'importe quel être humain est égal face à ce besoin de sommeil. La différence, elle réside chez les enfants, chez les bébés, essentiellement dans ce besoin. Ce besoin de sommeil, il diminue au fur et à mesure du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on part avec un gros réservoir, un gros besoin de sommeil à la naissance. Et puis, au fur et à mesure des mois, il va diminuer ce besoin de sommeil pour, vers 5-6 ans, ressembler un petit peu aux besoins de sommeil de l'adulte. Et pendant ces années-là, alors ça ne veut pas dire qu'un enfant ne va jamais dormir avant 5-6 ans, ça veut simplement dire que son besoin de sommeil, donc ça c'est une désinformation, ça veut simplement dire en fait que le besoin de sommeil va être identique à celui de l'adulte vers 5-6 ans. Mais avant ça, l'enfant, il sait dormir, il a la capacité de dormir correctement, sauf qu'il va le faire plusieurs fois par jour. Il y a plusieurs facteurs qui vont venir modifier la structure et surtout la capacité de l'enfant à dormir sereinement ou pas. Je parle de sérénité parce que c'est ce qu'on cherche la plupart du temps, parce que la sérénité, c'est un petit peu la nuance entre dormir et se développer. C'est-à-dire que bébé va se développer, il vit beaucoup de perturbations, bébé, et donc effectivement, son sommeil va être perturbé parce que les acquisitions qu'il fait pendant au moins 2-3 ans, vont venir stimuler un petit peu son cerveau et donc perturber son sommeil. Et je parle de sérénité parce qu'on ne pourra jamais obtenir d'un bébé, qu'il dorme parfaitement tout le temps.
C'est pour ça que je parle de sérénité. Pour moi, c'est vraiment la sérénité, c'est ce qui va apporter cette nuance entre qu'est-ce que je veux, je veux que mon enfant dorme sans jamais se réveiller. Ben, est-ce que c'est possible? Oui et non. Ça va être possible peut-être pendant une période, puis bébé va vivre quelque chose qui va venir perturber et le sommeil va être perturbé. Donc, on cherche une sérénité un petit peu autour du sommeil. Ouais, donc déjà, on peut se dire que ça va pas être quelque chose de linéaire. Ça va être un truc qui va être soumis à modification, le sommeil. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, qu'est-ce qui va venir modifier le sommeil? Eh ben, la première des choses, c'est l'alimentation. Et Bingo. l'alimentation, voilà, l'alimentation, eh ben, on a l'allaitement dedans. Et là, on est face à quelque chose, un petit peu, comment dire, beaucoup d'incompréhension parce que le sommeil est un besoin fondamental, l'alimentation est un besoin fondamental, l'allaitement est un fonctionnement physiologique et le sommeil est un fonctionnement physiologique. En gros, sommeil et allaitement s'imbriquent parfaitement l'un dans l'autre, sont parfaitement liés en fait. C'est-à-dire que bon sommeil, je veux dire, bon allaitement, bonne alimentation égale bon sommeil égale bonne alimentation. Et donc, voilà, on arrive à une harmonie avec ces deux besoins fondamentaux. Par contre, il se peut que ce soit perturbé et il se peut aussi que ce soit un schéma que l'on n'attendait pas. Parce que la physiologie de l'allaitement maternel, elle fonctionne d'une certaine manière et elle est codépendante au sommeil. Et ça, eh ben, parfois, on a du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que l'alimentation différente, quand on fait par exemple, quand on a l'image de l'alimentation d'un enfant avec une préparation commerciale pour nourrissons, eh bien, on a ce schéma de l'enfant qui prend ses biberons de façon presque autonome et qui va dormir de façon presque autonome. Donc en fait, on a dissocié, on s'est toujours dit que le sommeil et l'alimentation, c'était deux choses qui n'étaient pas associées, alors que de base, ça l'est. L'allaitement est imbriqué et codépendant avec le sommeil. Et le fait, alors bien ou pas bien, c'est pas la question, c'est que le fait qu'on ait dissocié un petit peu le sommeil de l'allaitement, ben, on s'est éloigné de la physiologie de base et donc on arrive aujourd'hui à une incompréhension totale quand un enfant ne dort pas comme un bébé au biberon, nourri en tout cas avec des préparations commerciales pour nourrissons, et quand un bébé s'endort, voilà, on a beaucoup de mal à faire le pont et le parallèle entre les deux. Ouais, donc d'où la top idée reçue, le bébé allaité dort moins bien, fait moins facilement ses nuits que le bébé qui va être aux préparations commerciales pour nourrissons. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Eh bien, déjà, les réveils d'un enfant, si on parle de la nuit, les réveils d'un enfant sont normaux. C'est-à-dire que, et même je te dirais que les réveils d'un être humain sont normaux. J'explique, alors là, j'ai pas de schéma, on est à l'oral, mais n'importe quelle personne qui va dormir dans le sommeil nocturne, eh bien, va atteindre un sommeil profond pour remonter vers une proche phase d'éveil. C'est-à-dire qu'on remonte toujours proche de cette phase, en fait, d'éveil. Sauf que l'adulte, il va peut-être pas en sortir de cette phase d'éveil. Sauf que peut-être que l'enfant né, enfin, je veux dire, l'enfant nourri aux préparations commerciales pour nourrissons ne va peut-être pas sortir de cette phase d'éveil parce que sa structure est modifiée. C'est-à-dire qu'en nourrissant notre enfant avec des préparations commerciales pour nourrissons, on a modifié la physiologie. On a modifié la physiologie de base du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on peut dire, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'allaitement maternel, c'est un fonctionnement physiologique qui est naturel, d'accord? Physiologie égale naturel. Concrètement, l'allaitement maternel, eh bien, très simplement, j'ai un bébé au sein, j'ai une production de lait. J'ai pas de bébé au sein, j'ai pas de production de lait. Et en même temps, cette production de lait, ben, comment elle se fait? Elle se fait grâce à la succion du bébé, elle se fait grâce à la production de certaines hormones, notamment l'hormone principale responsable du maintien et de la production de lait qui s'appelle la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui, quand elle est stimulée, quand elle est sécrétée, eh bien, va permettre la production de lait et le maintien de cette production. C'est-à-dire que le corps est très très bien fait. L'allaitement, c'est vraiment un système magnifique dans le sens où en fait, à chaque fois que votre enfant va être au sein, il va préparer la tétée suivante. Donc en fait, il y aura toujours du lait dans le sein qui va permettre à bébé d'être nourri. Mais si on a compris, là, si vous m'avez suivi, bah, si j'ai un bébé qui ne stimule jamais mon sein la nuit, bah, comment est-ce que je vais sécréter du lait? Comment est-ce que je vais pouvoir nourrir mon enfant? C'est-à-dire que si de 8 heures du soir à 8 heures du matin, j'ai mon bébé qui n'est jamais au sein, bah, il est possible que mon cerveau enregistre le fait que je n'ai pas de bébé à nourrir et donc que je n'ai pas besoin de produire de lait. Parce que les hormones, et ça, la prolactine n'est pas l'unique hormone qui est produite la nuit,
toutes les hormones régulatrices de l'humeur aussi, toutes les hormones régulatrices du système, toute l'endocrino en fait quasiment, est sécrétée la nuit avec des pics. Et ça, par exemple, les travailleurs de nuit en sont témoins. On va dire qu'entre 3 et 5 heures du matin, c'est le moment où on va essayer de se reposer parce qu'on a les hormones, notamment la sérotonine, qui va être sécrétée et qui va réguler notre humeur. Donc, les personnes qui ne dorment jamais, qui sont victimes d'insomnie ou qui travaillent la nuit, sont plus sujets, en tout cas, à avoir des troubles de l'humeur que les autres. Pour l'allaitement, c'est pareil. La prolactine étant une hormone, elle est sécrétée en plus grande partie la nuit. Donc, mon bébé, il est programmé. Il est vraiment, c'est instinctif de se réveiller pour aller manger et pour aller stimuler cette prolactine-là. Donc, quand on comprend qu'on a besoin d'avoir un bébé qui tète au moins par intervalle de 3-4 heures, c'est-à-dire qu'un intervalle de 6 heures, c'est un peu long pour le cerveau pour se dire que j'ai un bébé au sein et que je dois produire. Donc, le bébé qui va se réveiller la nuit, il va aller stimuler la production de prolactine et donc va maintenir la lactation. Donc, il y a des réveils nocturnes qui sont complètement normaux et nécessaires au bon fonctionnement de l'allaitement maternel. Là, je vois déjà les mamans qui vont me dire « Non, mon bébé allaité, moi, il a fait ses nuits. Est-ce que ça veut dire que… » Non. La capacité la capacité de stockage d'un sein et le degré de plénitude de celui-ci est unique à chaque personne. Et il est fort possible qu'il y ait des mamans qui aient une capacité de stockage qui soit importante et qui réussissent à maintenir un allaitement malgré un bébé qui fait une nuit. Et ça, on n'est pas égal face à ça. Ouais, ça, c'est un truc important à savoir. C'est qu'en fait, on n'est pas égal. Donc, il y a une base, mais après, en effet, en fonction de votre capacité de stockage et aussi de la qualité de succion de votre bébé, on en parlera après. Voilà, les variations vont être énormes d'un couple maman-bébé à l'autre. Exactement. Et puis, donc, tu as cette capacité de stockage. Et puis, il y a encore une idée reçue, une fausse chose qu'on dit souvent, oh, mais les fortes poitrines, tu sais, ont beaucoup de lait. Non, la taille de la poitrine ne définit en rien le degré de plénitude, je veux dire, le fait que vous ayez beaucoup de lait ou pas. C'est vraiment unique et dépendant à chaque femme. Donc, ça ne veut pas dire que votre bébé allaité, il va forcément pas dormir la nuit, et je ne veux pas inquiéter les mamans qui ont des bébés qui sont allaités et qui dorment la nuit, parce que ça veut dire que vous avez une capacité de stockage, un degré de plénitude et une production de lait qui n'est pas la même qu'une autre personne. Et bravo à vous, c'est merveilleux, vous êtes chanceuse, en tout cas. Voilà. Donc, si on comprend, le bébé allaité qui se réveille la nuit, effectivement, ça reste du domaine du normal. Quand je dis normal, c'est physiologique. C'est-à-dire que ce n'est pas inquiétant qu'un bébé se réveille 1 à 2 fois, voire maximum 3 fois la nuit pour téter. Voilà, donc jusqu'à quel point c'est normal, jusqu'à quel point c'est acceptable aussi, parce que c'est toujours pareil, il y a ce qu'on vit et puis il y a ce qu'on pense être normal, parce que parfois on est décontenancé par une situation qui finalement est normale, mais si on savait qu'elle était normale, elle nous décontenancerait moins. Et puis parfois, en fait, on se dit que tout va bien, alors que finalement, non, on sort quand même un petit peu du cadre et que ça pourrait être différemment et qu'il y a peut-être quelque chose à chercher. Alors, où est la frontière ? Alors, déjà, la frontière, elle est vous face à vous-même, la maman face à elle-même. Qu'est-ce qu'elle accepte ? Qu'est-ce qu'elle n'accepte pas ? Qu'est-ce qui lui paraît vivable ? Qu'est-ce qui lui paraît non vivable ? Voilà, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est vous regardez vous et sincèrement être honnête avec vous-même. D'accord ? Être honnête avec vous-même parce que, comme je dis souvent, on n'allaite pas au détriment de sa santé mentale. On ne démarre pas tous avec les mêmes cartes. C'est-à-dire que votre histoire, vos antécédents, le contexte de votre vie, le contexte de votre vie psychique, de votre vie matérielle, de votre vie physique, peu importe en fait. Vous avez toute une histoire. Toutes les mamans ont une histoire qui est propre à chacune et retenez qu'on n'allait pas au détriment de sa santé mentale. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Peut-être qu'on avait des envies, peut-être qu'on avait envie de cet allaitement à 400% et la motivation ne fait pas tout. L'envie ne fait pas tout. Parfois, il y a des failles intérieures, psychiques, émotionnelles, affectives, voilà, qu'il faut identifier et se dire, OK, non, je suis pas capable, je n'aime pas cette situation. Oui, c'est vrai, mon bébé se réveille 2-3 fois la nuit, mais je n'aime pas ça. Je ne suis pas bien avec cette situation. Alors oui, il y a des solutions. On peut essayer d'envisager un sevrage nocturne, c'est possible, mais encore une fois, décision éclairée, parce qu'on sait que si on amorce un sevrage nocturne, on amorce aussi quelque part un sevrage complet qui va encore une fois arriver à un moment
on ne sait pas quand, tout dépend de votre production, de votre capacité, etc. Mais voilà, faut l'avoir en tête. Donc c'est possible, mais surtout la première des choses, c'est être à l'aise avec vos décisions, ne pas être ambivalente. L'ambivalence, c'est quelque chose de très néfaste dans la maternité et surtout dans l'allaitement maternel. Voilà, on prend position, on se positionne, on se dit ok, j'aime pas, ça me plaît pas, bon, je me fais violence, je vais y arriver, voilà. Enfin, c'est vous, d'accord, c'est vous. Vous regardez face au miroir, qu'est-ce que je veux? Interroger votre intérieur. Ouais, on pose ses Deuxième. limites et si on n'arrive pas à les poser, c'est déjà le moment de se faire accompagner finalement. Exactement. Moi, je dis tout le temps, voilà, on ne fait pas quelque chose au détriment de sa santé mentale et il faut savoir à un moment donné se dire, ok, là, la lumière rouge, elle s'allume, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de faire différent et c'est là où les professionnels existent en fait, tout simplement. La deuxième des choses, c'est que voilà, schéma classique, schéma on va dire qui ne devrait pas inquiéter les familles, c'est j'ai un bébé qui se réveille entre 1 à 3 fois par nuit pour téter, puis qui se rendort immédiatement. Voilà, j'ai vraiment pas d'éveil long la nuit, c'est juste vraiment téter de quelques minutes ou même plus longtemps, mais il se rendort facilement. Je veux dire, mes nuits ne sont pas un enfer. Voilà, clairement. Et ça, on dirait de quel âge à quel âge? Parce que la question d'après, c'est est-ce que ce besoin, il évolue au fil du temps? Et donc, est-ce que ce 1 à 3 réveils par nuit, il est pendant les premiers temps? Est-ce que comment ça évolue? Sincèrement, avec près de 15 000, un peu plus de 15 000 prises en charge depuis ces 6-7 dernières années, j'ai rarement vu d'enfants allaités qui ne se réveillent plus. En fait, je ne fais pas de lien avec l'âge du tout. Vraiment, le seul lien aujourd'hui que je peux faire et que je peux te faire, c'est avec les capacités de stockage de la maman, en fait, tout simplement, et le besoin je veux dire, un bébé, par exemple, qui va assouvir ses besoins complets de nutrition la journée, va peut-être diminuer ses tétées nocturnes. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que chez le bébé allaité, de base, il y a 15 à 20% de ses besoins qui sont couverts la nuit en termes d'apport nutritionnel. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il se réveille. Et c'est déjà là pour aller stimuler. Vous voyez un peu, vraiment, tout est logique. Hein. Donc, je te dirais que plus un bébé grandit, plus un enfant, je veux dire, voilà, va grandir, plus ses besoins nutritionnels vont être couverts presque à 100% la journée parce qu'il va augmenter ses apports, parce que, tu vois, et donc ça peut diminuer les réveils nocturnes dans un schéma vraiment optimal. Et puis après, ça va être au sevrage naturel, hein, quand l'enfant n'aura plus ce besoin de succion qui va disparaître petit à petit et qui va donc aller ne plus stimuler en fait le sein de maman et donc faire arrêter la production tout simplement. Mais je suis honnête, hein, j'ai pas d'âge forcément à donner. Oui, par contre, ce qu'on sait, c'est que le nourrisson tout frais a quand même plus de réveil que quelques mois plus tard, classiquement. Exactement, tout à fait. Ça va en diminuant. Ça, c'est la seule certitude que je peux avoir. C'est que ça va en diminuant. Si tout va bien, ça va en diminuant. Exactement, tout à fait. Si tout va bien, ça va en diminuant. C'est juste la seule certitude que je peux avoir, c'est celle-là. Même si j'aimerais vous donner d'âge, hein, parce que ça aide à se projeter. Mais voilà, je peux juste dire que ça va en diminuant, ça c'est certain. Ok, donc on avait ce premier point, poser ses propres limites, savoir si la situation est ok, pas ok, s'il y a des solutions, est-ce qu'on a envie d'aller les chercher ou pas. Enfin, voilà. Ça, c'était ce premier point. Le deuxième, qu'est-ce qui nous fait nous inquiéter ou pas nous inquiéter ou nous poser des questions? C'est ça. Alors, comme je te disais, un bébé qui va téter 1 à 3 fois par nuit, qui va se rendormir facilement, ok, qui dort super bien la journée, les siestes, zéro problème. J'ai un bébé qui dort bien la journée, qui fait bien ses siestes. Je suis pas un bébé qui est difficile, qui s'endort facilement, même s'il s'endort au sein, c'est ok, il s'endort en 5-10 minutes, après je le dépose dans son lit, voilà. Je veux dire, je ne ressens aucune frustration vis-à-vis du sommeil. Le sommeil n'est pas source de conflit et ne nourrit pas mon sentiment d'échec de parent. Parfait, on est ok. Par contre, du moment où je me sens un petit peu mon sentiment d'échec est nourri, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je fais pas bien, il y a quelque chose que je fais mal, mon bébé ne dort pas correctement, j'ai l'impression d'être en conflit permanent avec le sommeil de mon bébé. Il se réveille, il est jamais serein, il se réveille 10 fois par nuit. Là, on commence à se poser des questions, à se dire, ok, qu'est-ce qui vient freiner le sommeil de mon bébé là? Qu'est-ce qui se passe? Sachant que, ce n'est jamais votre faute, et 2, ce n'est jamais votre allaitement, d'accord? C'est jamais ça qui est responsable. C'est pas mal d'autres choses parfois, mais c'est rarement ça. Donc voilà, vraiment, c'est quand la situation devient très inconfortable. Et je te dirais que la plupart des mamans le savent. Ce qu'elles ne savent pas, c'est à qui elles doivent faire appel.
Hmm. Je vois que j'ai un problème, je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui me met en difficulté moi en tant que parent, qui met en difficulté mon enfant parce que le sommeil, comme on l'a dit, c'est un besoin fondamental et quand il est perturbé, bah forcément, on va perturber d'autres choses. C'est une boule de neige, hein. Un besoin fondamental qui est perturbé, bah, il y a d'autres besoins qui vont être perturbés. Et là, on va dire, OK, il y a quelque chose, j'ai envie, de savoir, est-ce que c'est normal, est-ce que ça l'est pas, et si ça l'est pas, ben, pourquoi ça l'est pas, et comment faire pour trouver une situation qui soit plus sereine avec mon bébé. C'est un petit peu ça qui doit vous alerter. Mais un bébé qui s'endort au sein en quelques minutes, qui est facilement déposable, qui se réveille 1 à 3 fois par nuit, mais qui fait de bonnes siestes, on est OK. Il n'y a pas de sujet. Non, 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 c'est vraiment, c'est un schéma normal, en tout cas c'est un schéma optimal. Voilà, c'est un bébé qui arrive à enchaîner ses cycles et ça arrive très fréquemment. Enfin, je veux dire, c'est quand même dans la majorité des cas. Voilà, nous on se focus sur ce qui est difficile parce que c'est les raisons pour lesquelles on est consulté, mais faut pas oublier quand même que dans la majorité des cas, ça va bien et ça Oui. se passe comme ça. Et après, c'est là où on se dit, OK, il y a quelque chose, qu'est-ce qui vient freiner ce sommeil serein? Voilà. Voilà, et alors qu'est-ce qui peut freiner ce sommeil serein? Alors, pour le bébé allaité, qu'est-ce qui va pouvoir freiner son sommeil? La première des choses, je te dirais, l'allaitement est un fonctionnement, comme je disais, au millimètre près. C'est vraiment une machine qui est très bien faite, pour vulgariser, hein. C'est la bouche d'un bébé qui va prendre le sein de sa maman. De base, ils sont faits pour matcher l'un avec l'autre, d'accord? Si j'ai déjà, on va partir vraiment de là, si j'ai une difficulté dans la bouche de mon bébé, c'est-à-dire que si sa lèvre ne se pose pas correctement, si sa langue ne se pose pas correctement, si sa langue a de la difficulté à onduler sous le mamelon, je veux dire, si mon allaitement a un dysfonctionnement, a quelque chose qui vient perturber la bonne alimentation de mon enfant, eh bien déjà, je peux avoir des perturbations au sommeil. Pourquoi? Parce que pour bien dormir, je dois avoir aucun de mes besoins qui est déséquilibré. Et si mon besoin d'alimentation est déséquilibré, forcément, ça va entraîner des perturbations sur mon sommeil. Et donc, on va avoir un comportement d'un bébé qui va effectivement avoir de la difficulté à manger correctement, à stimuler le sein correctement, à faire produire du lait correctement, et donc on va avoir des difficultés de sommeil. Donc ça peut être déjà le premier frein. D'ailleurs, c'est un frein. On va lever les freins et qui sont parfois des freins bucco-restrictifs. Et la plupart du temps, c'est très souvent qu'on a des difficultés de succion qui viennent perturber le sommeil. Donc ça, il faut le faire évaluer par une personne compétente, donc soit une consultante en lactation certifiée ou non IBCLC. Mais voilà, une consultante, quelqu'un qui est compétent dans le domaine et qui saura évaluer votre allaitement maternel pour faire le lien avec les difficultés de sommeil. Donc ça, c'est une des premières choses. Le deuxième des freins, c'est très souvent aussi une méconnaissance des rythmes fondamentaux de l'enfant, donc de son horloge biologique. On fonctionne tous avec une horloge biologique, et quand cette horloge est déséquilibrée, encore une fois, on vient perturber un besoin fondamental, et donc on va avoir des difficultés, des perturbations avec le sommeil. Une horloge biologique déséquilibrée, c'est un bébé dont le rythme n'est pas connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on doit le coucher, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on l'accompagne au repos, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, tout ça, en fait, c'est une méconnaissance, et qui est normale, hein, parce qu'il n'y a pas de guide à proprement parler. Une méconnaissance du rythme de son enfant, méconnaissance de sa structure de sommeil. Donc, par exemple, on parlait de désinformation tout à l'heure, on se retrouve très souvent avec des familles qui pensent que bébé qui s'endort au sein, ce n'est pas normal et qu'il faut faire autrement, parce qu'il y a une espèce de dépendance qui se crée, en tout cas des peurs qui arrivent. Et de là, on va essayer de ne plus accompagner son enfant vers le sommeil avec son allaitement maternel. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient perturber cette horloge biologique-là. On vient perturber la base, on vient perturber la physiologie, et donc on vient dire à son enfant, non, 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 je sais que c'est ton besoin fondamental, je sais que tu as besoin de ça pour dodo, mais moi, je te le donne pas. Moi, je te le donne pas parce que j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu que voilà, il fallait que je t'habitue autrement, il fallait que je t'apprenne à apprendre autrement. Et bien là, on vient perturber un besoin fondamental, et donc on vient perturber cette horloge-là. Et on pense bien faire parce que c'est ce qu'on a entendu. Donc on pense absolument pas mal faire. Genre, les parents qui font ça, ils pensent que qu'il faut faire comme ça parce qu'on leur a dit, parce qu'ils l'ont entendu, alors que finalement, on vient perturber bébé. Donc ça, tu vois, c'est un des freins, c'est une des causes aussi des perturbations du sommeil du bébé allaité. On peut avoir des pathologies. On peut avoir des pathologies de type intolérance alimentaire, allergie alimentaire, reflux qui entraîne parfois un reflux gastro-œsophagien. Donc ça, c'est la maman allaitée, enfin je veux dire le bébé allaité n'est pas épargné par ces types de pathologies-là. Donc on va chercher, on va lever ce frein aussi là. Et puis après, on peut avoir des freins qui sont d'ordre émotionnel,
affectif, psychique un petit peu. Donc, on va vraiment être sur, parfois, on parle de santé mentale du nourrisson. On va parfois être, dans le cas de dépression postpartum, par exemple, non dépistée, non diagnostiquée. Dans le cas d'accouchement difficile, dans le cas de grossesse difficile, dans le cas de contexte d'arrivée d'un enfant dans une vie, voilà, d'une manière qu'on n'attendait pas. Là, on va chercher, c'est des choses qui sont moins évidentes et qu'on va chercher, mais effectivement qui peuvent avoir un impact sur le sommeil de l'enfant allaité aussi. Ouais, c'est plus subtil, pas palpable, mais c'est tout aussi important que le reste. Exactement. Tu parlais des troubles digestifs et juste pour faire le lien avec les problèmes de succion, parce que le bébé qui tète pas bien peut aussi être un bébé qui prend de l'air et puis qui a des troubles digestifs derrière par prise d'air et une sorte d'aérophagie. Et ça aussi, quand vous avez mal au bide, pour vous c'est pareil, hein, vous dormez un peu moins bien si vous avez des gaz plein le bide. Donc c'était juste pour faire le lien entre les deux trucs. Et tu as raison, tu as totalement raison. Moi, je le dis souvent, hein, faites le lien avec vous-même. Qu'est-ce qui vient perturber? Je veux dire, est-ce que la veille d'un nouveau boulot, est-ce que la veille d'une rentrée scolaire, est-ce que quand vous avez du stress dans votre vie, est-ce que quand vous avez des problèmes, enfin, je veux dire, dans la vie, est-ce que vous dormez bien? Non, là, je veux dire, et un enfant, c'est pareil, sauf que lui, tout est source d'anxiété, tout est source de stress, tout est source de perturbation. Donc, plus en tant qu'adulte, vous allez avoir un équilibre et connaître les besoins de vos bébés. Et vos bébés, si vous les allaitez, ils ont besoin effectivement de votre contact et de l'allaitement qui vont les accompagner au dodo. C'est-à-dire que l'allaitement est un facteur favorisant le sommeil, c'est absolument pas un facteur défavorisant. Donc si vous savez ça déjà, vous partez avec des bases qui sont différentes et vous limitez les perturbations. C'est-à-dire que quand on essaye d'aller un peu contre nature, c'est là où on crée des choses difficiles, mais finalement, on n'a pas l'impression de créer des choses difficiles parce que c'est pas ce qu'on nous a dit. Et c'est ça, si tu veux, attention. Yes. Attention aux informations. Il y a beaucoup de désinformations, malheureusement, avec l'allaitement maternel, par méconnaissance. Et moi, je veux dire, dans la formation d'IBCLC, j'ai découvert des choses que moi-même, je ne savais pas, en fait. Je me disais, ah ouais, mais en fait, mais c'est waouh, quoi, tu vois, je savais pas que ça fonctionnait comme ça, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que ces formations-là nous apprennent des choses qui permettent, en fait, de poser des mots et de vous faire comprendre, en fait, qu'il y a des choses qui sont normales, des choses qui le sont moins. Pour refaire un tout petit point sur la lactation et le besoin physiologique qu'elle soit stimulée la nuit, il y avait une maman dans la boîte à questions qui m'avait dit est-ce que c'est une idée reçue ou pas, il y a une tétée à 1h ou 2h du matin, là je sais plus, qui est essentielle. À quel point est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? C'est pas une idée reçue. On parle de pic de sécrétion de prolactine. Il y a un planning dans le cerveau de sécrétion des hormones la nuit. Et donc, effectivement, entre 23h et 1h du matin, en général, on est sur un pic de prolactine et entre 3 et 5h du matin. Ça, c'est les textes, hein, d'accord? Ça peut varier d'un enfant à l'autre, mais de manière générale, effectivement, on est sur ces pics-là. Et après, chez l'adulte, il y a d'autres hormones dans la nuit, mais ça fait partie du planning des hormones, de sécrétion des hormones de la nuit. Okay, mais oui, c'est pas une idée reçue, c'est vrai. Très bien. Et donc du coup, si difficulté, on pense qu'il y a la première bonne chose à se dire, c'est que éventuellement il y a des solutions. Donc toujours pareil, on se demande si on est ok avec ça et si on se sent d'aller creuser ou si juste c'est une situation qui nous convient pas et qu'on préfère passer à autre chose. Si on a envie d'aller creuser, qui consulter, comment bien le choisir? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut poser à ces thérapeutes pour se rassurer sur le fait qu'on soit au bon endroit? Comment tu dirais qu'il faut choisir son thérapeute? Moi, il y a quelque chose qui... comment on choisit de se faire soigner par quelqu'un? On regarde toujours un petit peu ses formations, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne, en quoi cette personne est légitime pour accompagner la santé de mon enfant, parce qu'on parle vraiment de santé quand on parle de besoins fondamentaux. Et là, on va regarder. Alors, dans les spécialités, moi, je travaille donc, je vais parler de mon métier, forcément, les infirmières qui sont formées en périnatalité, en allaitement maternel. Donc ça, on vérifie parce que il faut savoir que dans les formations de base, il n'y a pas de formation en allaitement maternel. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que cette personne, elle est allée chercher pour comprendre et m'accompagner. Il y a les sages-femmes, bien évidemment. Encore une fois, dans la formation de sage-femme, il n'y a pas beaucoup d'heures de formation d'allaitement. Donc, il est important de voir si cette personne, elle est spécialisée là-dedans, si elle est allée chercher des formations supplémentaires. Pareil, les puéricultrices, de la même manière, c'est-à-dire que
On a tous des professions de base dans lesquelles certains aspects de la périnatalité sont complètement survolés. Et normal, pas normal, là n'est pas la question. C'est que, voilà, c'est comme ça. Quand on a un médecin, à la base, les médecins, ils choisissent de se spécialiser. Ça choque personne. Et ben du coup, pareil pour les autres. On a une formation de base initiale qui survole pas mal de choses de base, mais derrière, on va chercher des spécialités. On va chercher une spécialité comme vous, hein, les ostéopathes, on va chercher une spécialité. Et ben donc, allez voir un petit peu la personne, qu'est-ce qu'elle est allée chercher comme spécialité. Et même vos médecins, c'est-à-dire que même si tu as envie de parler à ton médecin de tes difficultés, mais regarde s'il est allé chercher ces spécialités-là. Je veux dire, un médecin généraliste qui prescrit depuis 15 ans les mêmes choses, voilà, je veux dire, il s'est pas formé, il faut se former. Et ça, c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour l'allaitement maternel. Et ça, on n'a pas à le juger, en fait. Tout le monde n'a pas de l'intérêt pour la périnatalité, comme moi, je n'ai aucun intérêt pour ce qui est cardio, neuro, etc. Je veux dire, je suis infirmière, mais tu me poses une question en neuro, je suis bidon. Et pourtant, je suis infirmière, tu vois. Je réfère. Donc, on se questionne sur, OK, c'est quoi cette spécialité à ce professionnel de santé? Parce que le premier réflexe, c'est quand même de faire appel à un professionnel de santé, d'accord? Et j'englobe ostéopathe, ergothérapeute, infirmière, puéricultrice, sage-femme, chiropracteur, voilà, peu importe en fait tous les acteurs en santé qui sont formés dans ce domaine. Ça, c'est votre réflexe. Voilà, spécialiste de l'allaitement mais qui n'a aucune formation en santé, pour moi, voilà, on peut pas être spécialiste de une chose et ne rien connaître à côté. Pareil pour le sommeil. Spécialiste du sommeil, voilà, c'est comme si tu me dis que toi, ostéopathe, tu es spécialiste du bras et pas du reste. Ben non, ça marche pas. Donc du coup, voilà, on fait vraiment attention à ça pour moi. Hein. Le conseil que je donne. Et ensuite, on essaye aussi de faire attention. Les réseaux sociaux ne sont pas très aidants là-dedans parce que on peut devenir spécialiste de quelque chose demain en ayant un beau feed avec de belles photos de notre spécialité. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on a les compétences et qu'on est vraiment spécialiste. Donc en fait, on va, pour moi, le travail en réseau. Est-ce que cette personne à qui je fais appel, elle a un réseau? Quel est son réseau? Est-ce qu'elle travaille toute seule? Est-ce qu'elle travaille avec d'autres personnes? Voilà, c'est surtout ça. Parce que la périnatalité, l'allaitement fait partie de la périnatalité, le sommeil fait partie de la périnatalité, et c'est pluridisciplinaire. On doit avoir des prises en charge pluridisciplinaires et ça, c'est la base. C'est la base, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a plein de facteurs freinants qui sont défavorables au sommeil ou à l'allaitement, qui sont nombreux, eh bien, on a besoin d'avoir tout autant de compétences qui sont mises au service de cette difficulté que vous rencontrez. On parlait tout à l'heure de facteurs émotionnels et affectifs, par exemple, c'est peut-être pas ton infirmière, sauf si elle est formée, qui va prendre en considération ça, ou ta sage-femme ou autre. C'est peut-être une autre personne. Peut-être que quelqu'un qui est formé en allaitement maternel, ne va pas être capable de dépister une candidase, ou du muguet, ou des choses que l'IBCLC, qui elle a une formation certifiante et plus complémentaire de l'allaitement, va être capable de dépister. Donc en fait, on se passe le relais, voilà, je veux dire, consultante en lactation, on regarde son expérience aussi, ça pour moi c'est important aussi. La certification IBCLC vous garantit simplement une uniformité des pratiques et des connaissances, mais vous avez des consultantes en lactation qui ne sont pas certifiées IBCLC, qui sont passées par un autre organisme pour être formées et qui sont tout aussi compétentes. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'expérience de la personne et comment elle travaille. Est-ce qu'elle travaille en réseau ou est-ce qu'elle travaille toute seule, et sa formation de base. Oui, parce que celui qui travaille en réseau, en plus, a conscience plus facilement de ce que les autres savent faire. Enfin, moi, je le vis parce que toi, tu as ton centre virtuel, moi, j'ai un centre physique. Et l'idée, c'était justement de se rassembler pour pouvoir plus facilement communiquer, savoir exactement ce que fait l'autre, à quel moment c'est intéressant que je lui réfère, même si ça, c'est mon domaine de compétence. Oui, mais peut-être que dans ces conditions-là, sur ce couple maman-bébé-là ou sur cette problématique, sa pratique à lui me paraît encore plus adaptée, donc je vais avoir tendance à le référer tout de suite. Alors que si on travaille tout seul... Quoi qu'il arrive, on ne travaille seul pour aucune spécialité. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends la cardiologie, le cardiologue va faire appel, par exemple, à une infirmière libérale pour aller faire un suivi de bilan et vérifier que le médicament fonctionne. Donc, en fait, il ne travaille pas tout seul. Sauf que la périnatalité n'étant pas considérée comme une spécialité médicale ou paramédicale à part entière, eh bien, on a oublié un petit peu ce travail en réseau alors qu'il est essentiel à une bonne prise en charge. Et donc, quand vous rencontrez une difficulté, que ce soit pour le sommeil ou pour l'allaitement maternel, eh bien,
voilà, sonner à la bonne porte. Et cette bonne porte, eh bien, c'est une personne qui est formée, qui a de l'expérience. C'est pas une personne qui arrive toute puissante et qui vous dit faites ci, faites ça. Non, c'est une personne qui dit ok, je comprends à peu près, je vois, bon attends, j'analyse, je regarde, peut-être que je ferai intervenir cette personne, peut-être que je ferai intervenir cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui voilà, qui n'est pas dans la toute puissance. Ça, pour moi, là, quand quelqu'un est dans la toute puissance, pour moi, c'est dangereux. Ouais, bien sûr, je te rejoins complètement. Parce que la toute puissance en médecine, pour moi, c'est dangereux. Ouais, ouais, je te rejoins complètement. Et puis, enfin, considère vraiment on a un savoir ou une compétence qui est simplement différente des vôtres et que c'est pas parce que la nôtre elle concerne la santé qu'on est supérieur à vous. On est là pour vous accompagner à un instant T et après d'ailleurs le lendemain ou un an après, peu importe, mais vous avez plus besoin de nous. Et ce savoir-là, enfin voilà, il sert à quelqu'un d'autre. Il y a aucune notion de supériorité et qu'on parle de santé ou pas, vous n'êtes pas entre nos mains. Vous êtes acteur du truc et nous, on est juste là pour vous donner un coup de pouce. Comme on dit en ostéopathie, on parle de fulcrum, c'est de points d'appui comme ça, dont vous servez pour aller mieux et c'est pas nous qui vous prenons par la main. Absolument pas. On a, pour moi, une prise en charge réussie. C'est la prise en charge où le patient te dit, voilà, je suis capable de faire tout seul. C'est vraiment, voilà, on a accompagné, on a impulsé, on a éveillé une conscience, on a dépisté, on a redirigé, on a évalué. Enfin voilà, on a été là pendant une partie en accompagnant ce patient vers je veux dire, une santé meilleure finalement. Et le patient lui a transmis des choses qui vont lui permettre de prendre soin de sa santé par lui-même, tout simplement. Moi, je parle vraiment de transmission de philosophie. Moi, je veux dire, c'est une philosophie de soins que je transmets et c'est un corps de métier auquel j'appartiens. Donc, forcément, je ne peux pas travailler toute seule. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Je travaille avec toute personne qui a un intérêt pour la science humaine et la physiologie humaine, pour moi, fait limite partie de ma famille, quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est une grande famille. Et en plus, je travaille sur plusieurs pays. Voilà, je travaille avec des gastropédiatres dans le monde entier. Donc, si tu veux, on est tous on a tous à cœur l'intérêt des patients. Et c'est ce qui fait notre force. On choisit en regardant les formations. Les spécificités de ce thérapeute-là, est-ce qu'il travaille seul ou en réseau? Donc ça va être un peu aussi pendant la consultation qu'on peut s'en rendre compte s'il n'y a pas justement d'entité derrière ou de centre. Et puis après, c'est au feeling. Mais bien sûr, on se force pas. Je veux dire, si on n'a pas de feeling avec quelqu'un, on n'en a pas. C'est des valeurs. Je veux dire, on a aussi des valeurs communes qu'on doit partager avec notre thérapeute ou avec notre professionnel. Ça, c'est important. Voilà, qu'est-ce qu'on est allé chercher? Est-ce qu'on l'obtient? On l'obtient. On l'obtient pas, on va chercher quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se sent bien? Ok, on se sent pas bien, on change, tout simplement. Voilà, on trouve vraiment quelqu'un où on se sent bien en fait, parce que l'idée c'est qu'on vient déposer quelque chose dans les mains d'un inconnu, hein, parce qu'on reste des inconnus pour les patients. Qu'est-ce que mon professionnel va faire avec ça dans les mains? Est-ce qu'il va me le rendre bonifié ou est-ce qu'il va m'enfoncer? Et c'est ça le truc, c'est que non, nous on veut ressortir plus forte d'une consultation, on veut sortir, enfin en tant que parent, hein, on veut ressortir plus forte, plus confiante. Écoutez, la confiance elle est boostée, donc on se dit ok, ah non, je suis capable de faire tout seul. Elle m'a dit comment fallait que je fasse. Ok, bah j'ai compris ce qui n'allait pas, je vais voir telle personne, et bon, l'idée c'est qu'à la fin on dit ok, c'est bon, merci, parce que j'ai trouvé toutes les clés qu'il me fallait et je suis capable de faire tout seul. Ok, et alors à l'inverse, on débarque chez quelqu'un, on se dit qu'on l'a choisi au top et qu'il a l'air vraiment génial. On débarque et bon, bah, la consultation se passe. Est-ce que tu as des tips à nous donner de trucs qu'il ne faut pas entendre ou ne pas voir chez un professionnel et qui nous donneraient envie de ne pas revenir? Un discours qui n'est pas nuancé. Un discours qui n'est pas nuancé, voilà, les il faut, moi j'ai beaucoup de difficultés avec les il faut, faites ci, faites ça, tu vois, pour moi, voilà, on repart avec des recommandations et on a la place de parler. Quand on ne peut pas en placer une, c'est difficile. Pour moi, ce serait quelque chose qui nous alerte un petit peu sur dire, OK, en fait, est-ce que j'ai été écoutée? Parce qu'au final, je repars avec une espèce de méthode, mais pas de clé, en fait. Et ça doit, voilà, quand on vous dit, voilà, la méthode, tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et puis enfin, tu vois, si tu te sens pas écouté, en fait, si tu sens qu'on est juste en train d'appliquer une méthode avec toi, c'est peut-être pas la bonne personne. Ouais, sur le sommeil, en tout cas, c'est pas, enfin, plus généralement, mais alors sur le sommeil encore moins, quoi.
Complètement. Et puis quand on te dit de faire des choses qui vont à l'encontre, on a toujours ce petit cœur de maman qui nous parle. Et quand on vient nous dire de mettre en pratique, par exemple, voilà, le bébé allaité, au fond de nous, on sait que ça va bien, on sait que, je veux dire, on sait que c'est normal. Voilà. Et si la personne te dit, ben, arrête de faire ce que tu fais, arrête d'allaiter ton bébé pour l'endormir, tu vois, et fais ci, fais ça, et puis c'est pas grave s'il pleure, c'est normal, il exprime ses émotions. Non, ça c'est quelque chose qui doit vous dire non. Voilà, quand on est juste en train d'appliquer une méthode qui va à l'encontre des besoins de mon enfant, et je le sais à l'intérieur, je le sens, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez. Vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous questionne. Et quand ça vous questionne, c'est peut-être pas la bonne porte à laquelle vous avez frappé. Et ça peut concerner d'autres personnes. Hein. Voilà, quand pareil, c'est souvent qu'on va nous dire tel ou tel praticien nous a dit de laisser pleurer notre bébé. Ben, quand ça vous questionne, ben, questionnez-vous. Questionnez-vous et allez chercher des réponses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tout ce qui vous questionne, tout ce qui vous met mal à l'aise. Ouais, donc n'est dans pas les bon. grandes lignes, déjà, le praticien qui vous dit de laisser pleurer votre bébé, vous pouvez passer votre chemin. Exactement. Celui qui vous dit que c'est un problème que votre bébé ne s'endorme qu'en tétant, tu penses qu'il faut passer son chemin aussi. Est-ce qu'il y Oui. a d'autres grandes lignes comme ça, tu vois, des petits tirets où on peut passer notre chemin sans trop se Et que poser de c'est votre questions? faute. Voilà. Quand on vous dit, bah oui, mais c'est parce que vous faites comme ça qu'il dort pas votre bébé, c'est parce que vous êtes trop si, parce que vous êtes trop, voilà, vous répondrez trop à ses besoins à votre bébé, c'est pour ça qu'il dort pas. Ça, on passe son chemin aussi, parce qu'on répond jamais trop aux besoins de son enfant. Ok. Et alors, tu vas me dire non, mais quand même, je te demande, est-ce que est-ce que tu aurais des petits tips à donner aux mamans? Alors, on l'a bien compris, quand il y a questionnement, etc., en fait, il faut consulter. Ça, c'est important. Je pense qu'on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, en particulier dans l'épisode sur le sevrage. Je pense que Céline avait été très claire sur le fait que dès que des questionnements s'empilent, voilà, c'est qu'il y a des réponses à aller chercher et il faut consulter. Mais est-ce qu'il y a voilà, des choses que tu peux, des petits conseils que tu peux donner à des mamans qui sont dans le mal? Ce qui est revenu en masse dans la foire aux questions, c'est les tétées nocturnes, quoi. C'est j'en peux plus, mon bébé il dort pas, il tète je ne sais combien de fois par nuit et c'est infernal. Comment je fais pour espacer les tétées? Comment je fais pour reporter une tétée? Est-ce qu'il faut que je fasse un sevrage nocturne? Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que tu aurais deux, trois pistes à nous donner? Sincèrement, on n'évalue pas le sommeil uniquement sur la nuit. Donc en fait, voilà, la piste que je peux donner, c'est observer votre enfant, regarder comment il dort la journée et rééquilibrer le tout. Si déjà vous avez un enfant qui ne dort pas correctement la journée, qui a du mal à faire des siestes qui sont optimales, c'est-à-dire 50 minutes, 1 heure et demie, enfin voilà, si vous avez un bébé qui dort que 30 minutes, que vous mettez 1 heure à accompagner au sommeil, ben, c'est pas la nuit qu'on regarde en premier. Avant même de penser sevrage, avant même de penser espacer les tétés, etc., posez-vous la question sur comment mon enfant dort la journée et comment je peux faire pour qu'il dorme mieux. Les routines, les rituels, l'observation, la connaissance de sa structure, anticiper les signes de fatigue. Il y a vraiment pas mal de choses à faire pour rééquilibrer le tout. Et une fois qu'on a rééquilibré, qu'on a un enfant qui dort bien la journée, généralement la nuit va avec. Et si ça persiste, dans ces cas-là, eh ben, on n'a pas le choix que de se faire aider. C'est vraiment ça. Je peux, si tu veux, de façon générale, je peux que transmettre ça parce que c'est tellement au cas par cas que c'est difficile de donner des recommandations vraiment précises qui vont fonctionner chez un enfant. Moi, je dis toujours qu'on ne fait pas dormir un enfant, on ne cherche pas à faire dormir un enfant, on cherche à l'accompagner dans la réponse à un besoin fondamental. Non, mais je pense que tu l'as exprimé très clairement à différentes reprises. En fait, la clé, c'est vraiment de comprendre que on est sur deux besoins fondamentaux, comme tu dis, qui s'intriquent l'un dans l'autre, et que tout ça est soumis à un couple maman-bébé qui est une maman qui est différente de l'autre, un bébé qui est différent de l'autre, et la dyade qui est... Enfin voilà, je suis nulle en maths et un truc comme ça. En tout cas, c'est pas ma passion, mais ça fait un nombre de combinaisons incroyables et donc de situations particulières qui doivent être... examiner entre guillemets de façon singulière, quoi. Exactement. Je crois qu'on a vraiment dit l'essentiel dans le sens où l'essentiel est de voir qu'est-ce qui vient vous questionner, qu'est-ce qui vous pose trop de questions et aller chercher des réponses.
parce que quand ça vous pose trop de questions, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, et c'est là où on intervient. On peut pas on peut pas dire autre chose finalement que ça, parce que ça reviendrait à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Tu vois, je veux dire, on peut pas. Ça va dépendre de toi. Tu vois, on a des choses générales qui vont être pratiquer de l'activité physique. Tu vas manger 5 fruits et légumes par jour, mais t'imagines au bout de combien d'années on a réussi à faire ces recommandations-là. Peut-être qu'on aura des recommandations générales dans quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la recommandation principale, je pense qu'on est d'accord à tous avoir, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous, le doute exclut le doute. Donc quand vous avez un doute, on consulte. Et peut-être qu'avec le temps, à force que vous consultiez, à force qu'on développe encore plus la périnatalité, eh bien, on va peut-être avoir effectivement des recommandations générales comme manger, bouger et 5 fruits et légumes par jour Ouais. pour, pour répondre à plus de besoins. Mais ça reste, je veux dire, ça fait une cinquantaine d'années seulement qu'on s'interroge vraiment sur la périnatalité et comment est-ce qu'on peut améliorer nos prises en charge. Donc, on est cette génération de professionnels et de patients, c'est-à-dire et de mamans, hein, on est cette génération du changement. Donc, j'ose espérer que quand nos enfants ou petits-enfants auront eux-mêmes des enfants, eh bien là, on aura des lignes de conduite un petit peu générales qui vont aider et aiguiller les parents. Mais pour l'instant, on n'est pas encore capable de fournir des choses très normées. Voilà, parce qu'on est encore dans un processus d'initiation de nouvelles choses et on n'est encore que les vecteurs de tout ça. Donc, on a encore pas mal de travail à faire pour avoir des recommandations générales. Et pour l'instant, c'est vraiment voilà, la confiance, écoutez-vous. Vous savez quand ça va et vous savez quand ça va pas. Ouais, et surtout, vous comparez pas à la voisine, la sœur, la copine et tout ça. Enfin, ça, je crois qu'il n'y a rien de plus délétère parce qu'une situation qui peut être tout à fait classique peut sembler complètement anormale si on la compare à ce qui se passe à côté. Et encore une fois, chaque situation est très différente. Chaque couple maman-bébé est unique. Et Exactement. surtout, vous comparez pas et que votre situation, même à vous, vous semble complètement normale. Si elle vous pose problème, et vraiment, le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Moi aussi, je le vois en consultation. Il n'y a pas une consultation périnate où on ne parle pas à un moment ou à un autre du sommeil, parce que c'est, comme tu le dis, un besoin fondamental. Et que de toute façon, je pose la question de savoir comment ça se passe au niveau du sommeil du bébé. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre parce que c'est le premier truc qu'on regarde en tant que parent. Et donc, si notre bagage en tant que maman, enfin en tant que parent, il est un peu biaisé, on peut très vite faire d'une situation qui n'est pas si dramatique un problème. Donc, c'est pas grave, mais Exactement. si ça vous pose problème, si ça vous pose question, et même si votre cousine, elle a un bébé qui se réveille 15 fois par nuit et que vous, c'est que 3, mais que vous sentez qu'il y a un truc qui colle pas, consultez. Consulter, il n'y a C'est jamais de exactement ça. questions bêtes, il faut, ne serait-ce que pour vous rassurer en fait, et puis parfois ce sera l'occasion de débusquer quelque chose derrière pour vous faire aller mieux. On le fait pour d'autres choses, hein. Je veux dire, on le fait pour d'autres choses en fait. On le fait pour la santé et pour d'autres domaines de la santé. Donc, il faut que nous aussi, en tant que patients, vous aussi, en tant que patients, on fasse changer les choses en fait. Il faut que nous aussi, on prenne conscience de tout ça et qu'on amorce le changement en étant acteurs de notre santé. Yes. Ok, bah, je crois que c'est un joli mot de la fin. Il faut être acteur de sa santé. Exactement, c'est ça. Et surtout la santé de ses enfants. Ok, super. Merci Audrey, c'était vraiment super intéressant de parler avec toi sommeil et allaitement. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et de milkshaker avec moi aujourd'hui. Je ne milkshake plus moi depuis longtemps parce que j'ai aussi 3 enfants quand même. Donc, du coup, que j'ai allaité, mais je ne milkshake plus. Mais je continue à travers la diffusion d'informations, à travers tout le monde, à travers mes Ouais. patients. Non, mais moi non plus, j'allaite plus, mais je milkshake à fond. Milkshaker, Bon, c'est juste diffuser de l'information et bousculer les idées reçues. c'est merveilleux. Alors, je Alors, crois je crois qu'on que tu l'a le fais fait. pas mal. On l'a fait ensemble aujourd'hui. Ok, Merci, Charles. mais de rien. Pour retrouver Audrey, ça se passe sur son compte Audrey Centre Happy Mum and Baby. Mais je vous remettrai le nom exact pour la retrouver. Si jamais vous avez une question, c'est l'idéal, évidemment, d'aller les poser aux professionnels qu'elle a formés et qui savent accompagner les gens autour de ces problématiques-là. Puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis déjà de faire du tri dans vos idées et de vous faire simplement prendre conscience que vous êtes acteur de tout ça et qu'à la moindre question,
voilà, la moindre interrogation, le truc qui vous chiffonne, vraiment consultez, ce sera pas du temps de perdu. Merci encore beaucoup Audrey et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker. À bientôt. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.